Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Annelies Poets. Je suis la principale du programme Mobilisation des connaissances pour innovation sociale Brain Canada. Alors, bienvenue à cette présentation présentée par l'Alzheimer of Canada. C'est mon plaisir de modérer cette présentation aujourd'hui. Je voudrais simplement quelques notes administratives avant de commencer. C'est une session qui est offerte à la fois en français et en anglais. Pour choisir une langue, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran, puis choisir français ou anglais. Là aussi, vous remarquerez qu'à travers toute cette session, certaines questions de sondage apparaîtront à l'écran. Répondez quand possible pour que l'on puisse rendre des présentations futures encore meilleures. Cette session a été enregistrée, mais sachez que seulement l'audio et vidéo des panélistes et de la modératrice est capturé dans l'enregistrement. Alors, les questions peuvent être envoyées à nos membres du panel par votre question et réponse sur votre contrôle de Zoom. Si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question en temps réel, euh, la Société Alzheimer du Canada répondra à votre question par courriel dans les jours à venir. Puis là, je vais vous partager certaines informations sur les partenaires, l'organisation partenaire. La Société d'Alzheimer est une œuvre de bienfaisance des plus grandes au Canada. Euh, En tant que de bienfaisance enregistrée, elle joue un rôle très important à transmettre les connaissances sur la recherche du cerveau. Avant de commencer, je veux reconnaître que les bureaux de Brain Canada Foundation sont situés sur les territoires ancêtres et non cédés des peuples autochtones qui ont depuis longtemps servi comme lieu de rencontre et d'échange parmi les Premières Nations. Nous respectons et honorons ces terres et nous voulons continuer d'aller de l'avant en esprit de réconciliation et de partenariat. Dans notre travail, nous nous concentrons sur les politiques et recommandations de la réconciliation et vérité et selon l'article 57 qui met de l'avant notre propre connaissance, nos propres connaissances sur les enjeux autochtones. Alors, tout appel à l'action sont dans le clavardage et on vous invite à aller voir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des lésions cérébrales et de la démence. Je vais vous présenter trois personnes qui apportent des connaissances à ce sujet. Dr. Shelina Babul, directrice associée du BC Injury Research and Prevention Unit au BC Children's Hospital et aussi professeur clinique à la faculté de médecine à l'UBC. Docteur Babul se spécialise dans les lésions cérébrales traumatiques et leur prévention, la recommandation, le traitement et la gestion. Et aussi examine les motifs de commotion cérébrale pour apporter plus d'attention du public à ce genre de blessures. Tim Fleiser, lui, est directeur exécutif de Concussion Legacy Foundation of Canada, ancien joueur de la Ligue canadienne de football. En fait, c'était le premier joueur dans l'histoire du football canadien a gagné 4 championnats. Et donc, il est là pour appuyer les athlètes, les vétérans, toute personne affectée par les commotions et en encéphalopathie chronique reliée aux troubles neurocognitifs. Et finalement, Dr. Camilla Tartaglia, chaire du Brain Injury and Concussion Research, Crandall Brain Institute. Elle est aussi professeure associée au Centre TENS pour la recherche en maladies neurodégénératrices. Neurodégénératives à l'Université de Toronto. Elle reçoit des patients avec différentes maladies et souvent suite à des commotions cérébrales. Merci à vous tous et à vous toutes d'être ici. Commençons notre discussion. Nous savons de la recherche prominente que des blessures traumatiques peuvent réduire les espérances de vie de plus de 80%, mais il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas au sujet des commotions cérébrales et des troubles neurocognitifs. Donc, l'idée était d'interviewer plusieurs personnes ayant souffert de certains de ces problèmes. Et aussi, les gens me mentionnent qu'ils craignent d'avoir des troubles neurocognitifs après leur lésion cérébrale. Alors donc, qu'est-ce que les Canadiens devraient savoir sur les lésions cérébrales et la possibilité accrue de troubles neurocognitifs?
Oui, il y a beaucoup de fausses conceptions autour des commotions cérébrales et de mettre ça au même niveau que des lésions cérébrales. Bon, de se faire sonner les cloches mène à ce genre d'hypothèses. Mais nous, même si nous avons des progrès, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, il y a certains troubles ou lésions cérébrales qui ont besoin d'être suivis pour éviter des symptômes persistants. Donc, votre cerveau est vraiment votre autoroute de l'information, traité de l'information à 250 000 à l'heure. Et lorsqu'il y a un potentiel ou une commotion cérébrale soupçonnée, que cela peut affecter certains neurones du cerveau qui ont besoin de guérir pour que l'information puisse procéder comme elle le ferait normalement. Alors, c'est l'exemple d'un tremblement de terre. Quand des voitures conduisent sur une route, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait de la circulation, bien sûr. Mais vous vous déplacez à une vitesse régulière. Quand il y a un tremblement de terre, il y a des fractures dans la route qui doivent être réparées avant que ces voitures puissent passer. Et c'est ce qui se passe au cerveau. Il y a un déchirement des neurones qui cause un recul d'information qui donne lieu aux symptômes que l'on voit, mal de tête, fatigue, sensibilité au bruit, à la lumière. Et une reconnaissance immédiate est la clé. Et le repos cognitif et visuel est requis pendant plusieurs heures après, 24 heures ou plus. On recommande en fait un retour aux activités normales selon 6 jours, après 6 jours de protocole. Alors, c'est là ma reconnaissance, de reconnaître immédiatement qu'il y a eu problème et de reconnaître qu'en fait, c'est une lésion cérébrale. Oui, docteur Tartaglia, qu'est-ce que vous diriez à cette même question? Oui, je suis d'accord avec docteur Babul que la chose la plus importante à faire est de reconnaître que c'est une lésion cérébrale et de reconnaître mais c'est pas très romantique, que votre cerveau vous définit. Et donc, c'est tout à fait concevable qu'une personne puisse avoir des lésions cérébrales, même si elles ne sont pas sévères. Et, et il y en a qui sont opposés à cette terminologie parce que ça semble tout à fait bénin. Mais c'est une lésion cérébrale et cela affectera qui vous êtes. Et souvent, nous voyons des gens qui ont des symptômes persistants et eux, leur famille disent qu'ils ne sont pas comme auparavant. Et alors que leur cerveau s'en remet de ces commotions, de ces lésions, ben c'est la vérité. Il y a des changements et il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas encore. Nous n'avons aucune idée de la pathologie en question, même s'il y a des gens qui parlent de déchirement, de cisaillement des neurones. On n'a aucune preuve de cela dans les commotions cérébrales. Il y en a qui pensent que c'est un problème transmetteur euh, neural, mais il y a plus de recherches à faire encore, en fait, sur tous les problèmes cérébraux, parce qu'il y a un manque de recherche dans ce domaine et nous n'avons pas pu progresser comme le maladie cardiaque ou le cancer ont pu le faire. Il nous faut mieux comprendre que lorsque vous avez une lésion cérébrale, même si ce n'est pas sévère, que cela vous changera et qu'il nous faut y faire face. Et parce que les gens peuvent avoir des symptômes persistants pendant des mois, pendant des années même. Et on ne pense pas que cela soit une condition irréversible, mais il y a ces données probantes qu'une blessure, une seule blessure pourrait augmenter le risque de troubles neurocognitifs plus tard. Alors, de comprendre le lien qui est impliqué est important, mais pour l'instant, traiter les symptômes et ce que nous pouvons faire suite. C'est des lésions importantes. Alors, y a-t-il autre chose que Chelina ou d'autres vous auraient voulu ou auraient pu dire sur le lien entre les troubles, possibilités de lésions cérébrales et de commotion cérébrale sur la possibilité de troubles neurocognitifs? Bien, je pense que les gens doivent porter attention au mot risque. Parce que, bon, une cérébrale, commotion cérébrale ou même une lésion d'apparence pas trop sévère, il faut quand même y porter attention.
Et ben, il faut voir, la pollution de l'air existe, la solitude existe, et il y a le manque d'activité, la pression sanguine élevée, l'alcool. En fait, il faut penser au fait qu'il s'est passé quelque chose qui augmente le risque, hein. Et si il faut travailler plus fort aux choses que vous savez pourraient diminuer le risque, eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, il y a plusieurs risques d'impliquer, et ce n'est pas parce que vous avez eu une commotion cérébrale que vous aurez nécessairement des troubles neurocognitifs. Ça ne veut pas dire cela du tout. Mais l'anxiété associée aux commotions cérébrales et en fait, c'est vraiment horrible pour certaines personnes. Et je dis aux gens, écoutez, vous avez contrôle sur certains de ces éléments. Et il y a beaucoup de risques, de facteurs de risque que l'on peut modifier soi-même. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires du docteur Tartag. Oui, nous avons fait beaucoup de progrès à comprendre qu'une commotion cérébrale, oui, c'est beaucoup plus que de ça fait sonner les cloches. Il y a des possibilités plus avancées. Mais hein, les commotions, il y en a plus de différentes sortes. Elles ne sont pas toutes identiques. Mais finalement, si, si l'on peut modifier les facteurs risques en termes de prévention, de prévention primaire, cela pourrait mitiger la sévérité de la commotion cérébrale. Et je crois que c'est ce que les Canadiens doivent comprendre, reconnaître qu'en fait, c'est une lésion cérébrale, mais il y a des choses à faire pour limiter les conséquences à long terme et la sévérité. Tim, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Ben, je crois qu'il est important de dire que ces choses sont reliées et dans certains cas, de regarder les lésions cérébrales, surtout dans les sports, certaines de ces blessures peuvent être, euh, on peut travailler avant pour prévenir hein, la possibilité de tels accidents, que ce soit dans les sports ou dans le militaire, ou que vous ayez survécu à un accident ou de la violence, de savoir qu'il y a un risque accru. Si vous avez été exposé à une lésion cérébrale, il est important. Et pour faire écho au point du docteur Tartaglia, il y a des choses que vous pouvez faire maintenant. Il n'y a pas de recette magique. On parle des quatre piliers en militaire, c'est l'exercice, la diète, le sommeil, et puis de se détendre, la musique, la lecture, etc. Ce sont les quatre piliers de défense, si vous voulez. Si vous êtes inquiet des risques, il y a des choses que vous pouvez faire maintenant qui aideront à mitiger cela. Notre prochaine question, merci beaucoup à tous et à toutes. Prochaine question, est-ce que vous avez appris individuellement de vos expériences ou de votre travail, de tout ce que vous avez pu lire sur les toutes dernières recherches qui vous ont surpris? Oui, docteur Tartaglia? Oui, c'est une excellente question parce que je crois que le cerveau et les lésions cérébrales est un domaine intéressant. Il y a tellement encore à apprendre. Mais une des choses que j'ai apprises dans mon programme de recherche, et Dr. Baboul y a fait allusion, nous avons en fait des données probantes de cette homogénéité dont nous parlions. Quand on dit, bon, si vous avez vu une personne avec une lésion cérébrale, vous n'avez vu qu'une personne. Très difficile de généraliser quand vous regardez tous les symptômes que les gens peuvent avoir. Il y a plus de 50 symptômes différents, regroupés différemment. Ce n'est pas une condition facile à traiter. Quand on voit ces patients, on pense qu'il y a tellement d'homogénéité. En fait, nous avons regardé les liens dans le cerveau, des liens fonctionnels, il y en a qui sont des liens structurels, et de réunir ces éléments nous permet de voir qu'il y avait en fait deux populations d'identifier et probablement que s'il n'y avait plus de patients, on pourrait voir encore plus de populations, plus de différences. Donc, on peut voir qu'une population et leurs caractéristiques sont identiques. Il leur restait des symptômes, mais
mais leurs symptômes étaient assez identiques à une population normale. Mais en comparant des différents groupes, on peut voir que les patients qui sont très différents en termes de la connectivité du cerveau avaient plus de dépression, d'anxiété et d'agression. Donc, on commence, je crois, à aller se diriger vers une médecine plus précise, plus personnalisée. Les gens qui ont le cancer reconnaissent qu'ils ont le cancer et les gens, oui, c'est ça, c'est qui vous affecte et voici le chemin à suivre. Mais de réaliser que éventuellement ceci sera possible et que c'est l'avenir en fait. Et c'est donc une raison qui nous rend très, très enthousiasmés dans notre recherche. Et c'est quoi la canectomie? Ah oui, ben, quand on pense au cerveau, on pense à un domaine du cerveau. Mais en fait, l'aspect merveilleux de notre cerveau, c'est que toutes les parties sont connectées à d'autres parties. Et c'est comme cela que les choses se font. Les cellules doivent se parler, différentes parties du cerveau doivent se parler. Il y a différentes façons de se connecter. Parfois, c'est par un certain rythme, parfois c'est des liens, sont des liens physiques. Nous avons de nouveaux outils d'imagerie pour étudier cela, pour mieux comprendre cela. Et même, bon, si ce n'est pas vos IRM standards cliniques bon, qui peuvent déjà éliminer des saignements, des tumeurs, etc., mais qui ne nous mènent pas vraiment à l'aspect plus raffiné de cet aspect, ben, nous avons maintenant de nouveaux outils, non seulement en imagerie, mais en biofluide, enfin beaucoup de nouveaux outils qui vont pouvoir nous permettre de préciser ces outils, hein, les outils dont nous parlons maintenant sont des outils qui nous aident à mieux comprendre les connexions, les liens entre les différentes parties du cerveau. Docteur Babul, qu'est-ce qui vous a surpris récemment? Bien, oui, les commotions cérébrales, ce n'est pas une blessure blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris, en fait, parce qu'il n'y a pas deux commotions qui sont identiques. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est frappé de façon significative, par exemple, coup de tête au soccer, et qui se porte très bien le jour suivant, comparé à quelqu'un qui, bon, se heurte à la porte de la voiture en sortant, peut avoir des symptômes pendant des mois. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et donc, d'essayer de faire en sorte que les Canadiens prennent ces blessures, ces lésions en particulier au sérieux, c'est un défi de changer la culture, de changer les comportements, les attitudes, les pratiques. On y arrive tranquillement, mais nous avons encore du chemin à faire pour que les gens vraiment reconnaissent. Écoutez, vous n'avez qu'un cerveau, hein? C'est un organe que l'on ne peut pas transplanter. C'est votre autoroute de l'information. Alors, d'essayer de changer les mythes qui entourent le cerveau et d'augmenter la reconnaissance, de changer les comportements. J'ai un coach, un instructeur qui m'a dit, ma responsabilité n'est pas pour la responsabilité des joueurs, mais de mettre sur le terrain une équipe gagnante. Mais ce sont les attitudes que l'on voudrait changer. Et c'est là le défi qui me surprend, que les gens ne reconnaissent pas à quel point il est important et à quel point le cerveau est fragile et qu'il faut vraiment faire attention aux signes. Merci. Tim, qu'est-ce qui vous a surpris récemment? Bien, il y a un an et demi de cela, certains membres de mon personnel, moi, bon, je suis dans ce domaine depuis plus d'une décennie. C'était choquant le peu de recherche qui a été faite sur les cerveaux féminins. La plupart de notre recherche a été sur des hommes et sur le cerveau masculin. Et donc, de pouvoir travailler avec des femmes vétérans au Canada, nous sommes un des premiers pays, en fait, où les femmes ont été en combat actif, veut dire elles ont participé à la formation où l'on voit plusieurs possibilités de lésions cérébrales. Nous avons maintenant une cohorte au Canada de femmes de moyen âge qui ont les mêmes symptômes que nous voyons parmi les hommes militaires. Et simplement faisant écho, faire écho à ce que vient de dire Dr. Babu, il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas, beaucoup plus qu'on ne connaît.
Et donc, cela s'applique encore plus aux femmes. Il y a quelques années, quand mon équipe m'a mis au courant de cette inégalité. Vu que c'était la journée de la femme, on a essayé d'apporter de l'attention à ce problème. Et la bonne nouvelle, point de vue optimiste, pardon, c'est que il y a beaucoup de promesses d'études maintenant et beaucoup de personnes se sont portées à ces expériences, beaucoup plus de femmes en fait que d'hommes maintenant, et que l'on pourra, on l'espère, corriger certaines choses dans un avenir proche. Très intéressant, James. J'ai entendu dans les entrevues que j'ai faites qu'il y a très peu de choses connues sur le cerveau de la femme comparé à celui de l'homme. Je me demande si Dr. Babu, le docteur Tar- euh, Talia, de savoir s'il y a un biais pour cette emphase sur l'étude des cerveaux masculins. C'est une bonne question. Une grande partie de ce que l'on sait maintenant n'est pas tout à fait exact, parce que pour la plupart, la recherche a été faite sur les athlètes masculins. Donc, ce n'est pas simplement que ce n'est pas précis nécessairement pour les femmes, parce que les femmes n'étaient même pas représentées dans la recherche, mais en fait, ce n'est même pas précis pour les hommes non plus, parce que c'était une population très sélecte. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de diversité, du point de vue biologique et autres. Alors, mm, il y a bien plusieurs aspects, plusieurs groupes de notre population qui n'ont pas été représentés dans ces études et donc il y a beaucoup à apprendre encore. On ne comprend pas certaines choses pour l'instant. Il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi est-ce que les femmes sont à plus gros risque d'avoir des commotions cérébrales et d'avoir des conséquences durables qui durent plus long peut-être, mais ça va être un sujet d'étude dans les années à venir. Et c'est bon de savoir que l'on démolit ces barrières en se dirigeant vers une population d'études plus diversifiée pour acquérir cette connaissance manquante pendant toutes ces années. C'est vraiment une bonne chose à voir. Ben, très bien, merci beaucoup. Et maintenant, notre question finale, avant de nous tourner vers notre public. Selon le panel, est-ce qu'il y a autre chose que les Canadiens ou nos leaders parlementaires devraient faire sur les lésions traumatiques et les troubles neurocognitifs? Est-ce qu'au niveau de prévention, changement de politique qui serait requis, enfin ce genre de choses. Tim, peux-tu nous en dire deux mots? Ben, là où nous voyons beaucoup de lésions cérébrales, c'est dans la participation sportive. Et les données sont très claires que d'exposer des enfants à des impacts maintenant ou de possibilités de commotion cérébrale n'aident pas leur santé à long terme. Et c'est une maladie qui est tout à fait euh, prévenable. Alors, quand on regarde les politiques, oui, le football, le hockey aussi a reçu beaucoup d'attention, d'éliminer certaines parties du jeu, euh, ça aiderait. OK Canada, en fait, est en train d'examiner ces enjeux. Ils ont mis des restrictions sur les contacts corporels. Le Football Canada aussi a examiné un modèle plutôt que de terrasser quelqu'un pour l'arrêter, peut-être de saisir un drapeau qui serait attaché à sa ceinture. Enfin, il y a différentes possibilités, mais ce sont plus de changements que l'on peut effectuer au niveau des politiques. Cela pourra aider aux enjeux à long terme. Hein, c'est comme les coups de tête au soccer, etc. Les enfants en dessous de l'âge de 12 ans ou 14 ans, ça devrait être évité. Il y a eu des restrictions au Royaume-Uni qui ont été mises en place en 2015. Nous essayons au Canada de parler à Soccer Canada jusqu'à présent. Nous n'avons pas connu de succès jusqu'à présent, mais quand on regarde la participation pour le contact, il y a trois quarts de millions de participants entre 13 et 17 ans, comparé à 17 000 pour le hockey. C'est donc, ce serait les plus grands changements de politique que l'on pourrait effectuer pour empêcher que ces enfants soient exposés
à ces impacts menant à des commotions cérébrales et ayant des problèmes plus tard dans la vie. Merci, Tim. Je sais que vous avez travaillé du côté militaire aussi. Voulez-vous en dire deux mots? Bien oui, je suis toujours réticent en tant que personne qui travaille de côté militaire et civil. Oui, j'en parle un peu comme plutôt comme ancien joueur de football où on a eu beaucoup de succès à réduire les risques au football. Donc, on essaye de réduire le contact le plus possible. Et on a compris très tôt dans cette conversation qu'il y a 80% des impacts que les joueurs de football recevaient, c'était pendant les pratiques. Alors, nous avons essayé de développer des politiques où nous évitons les contacts durs et nous avons pu réduire dans les sports de réduire les risques de 75 à 80%. Alors, il y a des cours de formation aussi pour aider les gens à comprendre que tout impact a un coût. Donc, on aide à concevoir de nouvelles stratégies. Un de mes collègues, Dr. Jeff Brooks, a fait une recherche importante à l'Université Western où il a mis un accéléromètre dans les casques des joueurs de football au cours de 5 ans à mesurer chaque impact reçu, que ça mène à des commotions ou pas. Et le temps de réaction, donc, était observé et la performance que ce soit pour un athlète ou euh, quelqu'un dans le système militaire, que les performances étaient impactées de la même façon. Et avec le temps, ces réactions diminuent. Donc, on pensait que pendant la saison morte, ça revenait en fait à la ligne de départ, mais non, les choses empiraient de plus en plus au fur et à mesure. Et cela, euh, on a parlé bien sûr des instructeurs qui ne veulent que gagner des parties sans s'inquiéter de la santé de leurs joueurs, mais à plusieurs niveaux, professionnels et autres, c'est vrai, c'est leur travail qui est sur la ligne, mais il faut avoir leur attention et dire que si vos athlètes vont recevoir des coups à la tête, ils joueront de moins en moins bien. Et pour les parents qui veulent que leurs enfants réussissent dans leur sport, si vous voulez que votre enfant joue dans la CFL, NHL, LNH ou autre, de faire attention aux commotions cérébrales, ça pourrait les affecter le reste de la vie. Docteur Babul, oui, suite à ce que Thème disait, je crois qu'il nous faut approcher cela d'une approche venant du haut et du bas, des politiques gouvernementales, au niveau organisationnel, mais nous devons aussi éduquer à la base. Dépendamment de qui vous êtes, ce que vous devez savoir pour ces blessures, cela diffère. Et donc, il faut savoir, bien sûr, pour les médecins, de comment diagnostiquer les commotions cérébrales correctement. Les parents doivent gérer leurs enfants avant et même après une commotion. Et les outils de formation, de conscientisation sur ces possibilités de lésions, c'est la suite des appels que je recevais à mon bureau où les parents disaient, ah, j'ai amené mon enfant à l'urgence, le médecin a dit, c'est correct, donne-lui quelques jours, il s'est fait sonner les cloches. Je sais pas. Et écoute, les professeurs, etc., ne peuvent pas comprendre que l'enfant a maintenant du mal à étudier. Et donc, il faut voir hein, ce qui existe vraiment dans la réalité. Et notre gouvernement provincial dit que si nous voulons que les gens apprennent de problèmes entourant les commotions cérébrales, les, on va réduire les coûts qui entourent leur apprentissage parce que cela aidera. Alors, c'est comme ça que nous avons développé des outils de conscientisation, d'outils. C'était, en fait, au début, c'était simplement pour les parents et les joueurs. Là, maintenant, cela a évolué parce qu'on sait que il y a différents publics, enfin, différents groupes qui sont susceptibles aux commotions, par exemple, la violence au travail ou de certaines situations au travail ou de l'industrie du film, etc. En fait, l'idée est d'éduquer tous ces différents publics à ce qu'ils devraient savoir en termes de prévention, reconnaissance, diagnostic, traitement et gestion, et associer, et d'avoir des ressources associées qui pourraient aider ce groupe en particulier. Alors, nous devons éduquer de bas en haut et travailler également avec le gouvernement de haut vers le bas pour augmenter la connaissance, la compréhension. Nous avons travaillé avec des groupes de jeunes, des associations de jeunes parmi les collèges et
En fait, cela a été mandaté pour certaines universités également. J'ai reçu un appel où 25 000 athlètes maintenant ont complété le cours en ligne. Hein. On veut s'assurer qu'ils ne se prennent pas pour des héros et que les entraîneurs ne les mettent pas en situation difficile. Il faut que les gens comprennent que c'est sa propre vie que l'on met en danger en ne prenant pas les actions appropriées, en arrêtant de faire ce que l'on fait pour qu'on n'ait pas des problèmes à long terme. Alors, il faut de l'éducation et des lois et des politiques également. Très bonne réponse, docteur Babul. Et aussi, je voulais dire que j'ai vérifié l'outil de conscientisation des commotions cérébrales. Il y a 6 publics différents et un de ces groupes, ce sont les médecins. Alors, pouvez-vous nous dire quel serait l'avantage pour les médecins de prendre une telle formation? Bien, parce qu'il y a beaucoup de zones grises et donc une bonne évaluation pourrait prendre jusqu'à 45 minutes et la plupart des docteurs, des médecins n'ont pas ce temps de disponible. Alors, dans ce cours de formation, ça explique ce que le médecin doit faire et ça cible aussi d'autres soins multidimensionnels, pardon, multidisciplinaires, qui expliquent ce que que ce soit un physiothérapeute, etc., ou besoin de thérapie pour des symptômes individuels. Donc, il faut cibler les symptômes et dépendamment de ces symptômes, cela vous donnera une idée de bon, qui pourrait aider dans le traitement, le soin de la personne. Alors vraiment, c'est une formation qui explique tout du point de vue du diagnostic, traitement et la gestion. Et les médecins ayant complété ce cours peuvent recevoir des crédits en éducation continue. C'était là un des commentaires que nous avons eu dans les groupes de discussion. Ils disaient, bon, ben, on prend cette formation et qu'est-ce qu'on en retire là pour nous personnellement? Est-ce qu'on peut avoir des crédits en éducation? Alors oui, nous avons incorporé cela au cours en travaillant avec le Collège Royal pour s'assurer d'avoir cette possibilité. Ben, c'est excellent et j'espère qu'on pourra partager le lien dans le clavardage pour ces cours. Docteur Tartaglia, qu'est-ce que vous diriez que les leaders, les Canadiens pourraient faire aussi en termes de lésions cérébrales, de troubles neurocognitifs ou de besoin de changement de politique? Deux choses qui seraient importantes, je dirais. Pour ceux qui ont des symptômes persistants, ça prend vraiment une approche multidisciplinaire et au Canada, cela n'est pas couvert par les agences de financement. Alors, nous prescrivons que les gens prennent 24 heures, 48 heures de repos maximum. Après cela, ils doivent reprendre une certaine activité graduellement, lentement, mais ça inclut de l'activité physique et des activités cognitives. Mais, euh, ils n'ont peut-être pas, ce sont des gens qui n'ont pas accès à des physiothérapeutes ou même de l'aide psychologique parce qu'il y a de tels problèmes potentiellement également. Alors, d'avoir accès à des choses qui vont les aider et qui vont mitiger les risques. Bon, il y a eu cette lésion cérébrale qui est associée aux troubles neurocognitifs, mais le manque de ressources quand on regarde les enjeux économiques au sens le plus large, ça serait des petits sous à payer comparé à quelqu'un qui est en plein développement de troubles neurocognitifs, les coûts à la personne, à la famille et à la société. Et donc, d'investir dans ce genre de ressources va être essentiel. L'autre chose qui est très importante, c'est vraiment d'utiliser une approche ciblée. Oui, je suis content d'entendre qu'il y a des programmes de formation maintenant qui sont ciblés, mais il faut que ce soit ciblé, il faut que ce soit fait comme ça, en fait. Parce que quand une personne âgée, disons une personne un peu plus âgée, disons un peu plus que 65 ans, a un événement quelconque qui pourrait être associé à une lésion cérébrale, souvent, ce n'est même pas diagnostiqué. Les- Quand les gens ont des troubles neurocognitifs, on s'inquiète de troubles urinaires. Imaginez quelqu'un qui a une lésion cérébrale qui ne peut pas se rappeler de vous dire qu'ils ont eu un accident, un incident, un événement. Il n'y a aucun outil présentement pour reconnaître cela. J'ai cherché plus de 1000 références
il y a quelques années. Il y a moins de 1% des gens de plus de 65 ans qui étaient référés. En fait, ce n'est pas logique, c'est la partie de la population qui est le plus en croissance et il y a tellement d'événements associés aux lésions cérébrales. Comment cela est possible? Il n'y a pas tellement de cliniques qui examinent ces troubles persistants suite à des commotions. Alors, il faut reconnaître que il y a, ceci est un problème. Et pour la prévention, nous devons cibler, comme on l'a démontré il y a quelques années, les personnes plus jeunes comparées aux personnes plus âgées avaient différents mécanismes de lésions hommes-femmes sont différents. Des jeunes hommes comparés à de vieilles femmes. Il faut vraiment cibler nos préventions, nos programmes de prévention pour rejoindre le bon public. Et je crois que fumer la cigarette, l'alcool pour les femmes, ça fait peur parce que vous pouvez imaginer qu'une grande partie de la propagande, bon, euh, les effets nocifs de ces éléments s'adressent surtout aux hommes. Et donc, les femmes pensent ne pas être ciblées, mais quand on regarde les statistiques, hein, c'est époustouflant de voir le nombre de jeunes femmes qui fument et qui boivent présentement. Oui, bien, merci beaucoup d'avoir souligné la différence homme-femme. Ça revient à ce que l'on disait plus tôt. Vous avez aussi mentionné, docteur Tartaglia, l'aspect économique, que ça coûte quelques sous à traiter, mais que les gains sont énormes. Et vous avez mentionné également que votre agence fait un certain travail à l'Université McMaster. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, nous avons regardé la population militaire présentement. Les forces canadiennes documentent très bien les blessures. Nous pensons que nous avons de bonnes données là et donc d'essayer de voir comment les gens peuvent progresser. Docteur Tartaglia y a fait référence, on a référé à la santé mentale, entre autres, que ce soit de troubles neurocognitifs ou de troubles post-traumatiques. Euh, Quelle partie de tout cela est associée aux lésions cérébrales? Et si l'on commence à créer ces traitements physiques, des traitements multidisciplinaires qui examinent la partie des lésions cérébrales, on peut voir qu'il y aura des économies de coûts pour, hein, quand on est sur la première ligne, c'est évident pour nous, mais il nous faut transmettre ces données pour donner un certain appui à tout cela. Et aussi un commentaire en général pour notre groupe. Nous avons utilisé beaucoup des outils du docteur Babul auparavant et nous avons travaillé beaucoup avec le docteur Tartaglia qui a cartographié des différents groupes de personnes qui viennent à notre ligne d'assistance et travaille beaucoup avec nos partenaires. Camille, par exemple, pour mieux diagnostiquer le CTE in vivo. Donc, oui, euh, en tant que Canadien très fier qui a participé à la conférence internationale à Amsterdam, c'est incroyable le travail qui se fait présentement. Tellement de gens qui font tellement d'excellent travail avec une pénurie de ressources. En fait, nos ressources à nous sont très limitées comparées, par exemple, notre partenaire au Sud. Alors, au Canada, il y a des possibilités, des opportunités d'être des meneurs dans le monde et pour tous les Canadiens affectés par cet enjeu, il y a probablement un certain réconfort à savoir cela. Certainement fier de faire partir de ça et je ne pourrais pas euh, re- recommander beaucoup plus que ça n'a été fait aujourd'hui, les outils préparés par Dr. Chéline Babul. Merci beaucoup, Thème. Je voulais vous donner une dernière opportunité d'ajouter quelque chose si vous désirez le faire avant de passer aux questions. Dernier mot, oui. Un commentaire. On peut voir, selon la discussion, les défis reliés à ces blessures, non seulement du point de vue des commotions, mais du point de vue de la santé en général. Et donc, je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de cliniques privées qui sont apparues à travers le pays qui ne sont pas accréditées, mais qui facturent des sommes énormes d'argent
sans que ce soit nécessaire. Il y a des familles qui me disent c'est beaucoup moins cher pour moi d'être traité à Winnipeg, à la clinique de Paname pour commotion cérébrale, que d'aller à la clinique que l'on trouve ici. Alors, je veux que les Canadiens le sachent. Vous n'êtes pas obligé de payer des montants exorbitants à ces cliniques privées. Essayez de trouver un professionnel de la santé qui serait raisonnable et qui pourrait et qui aurait aussi non seulement vous soigner, mais qui ait des contacts multidisciplinaires également. Il y a bien des gens qui capitalisent sur ces blessures, alors d'en faire, d'en être conscient, de le savoir. Oui, et j'appuie cela absolument. Je suis si content que vous ayez mentionné cela parce que ces gens sont des prédateurs sur nos patients qui sont vulnérables, qui pensent qu'ils ne sont pas entendus. Et comme nous le savons, notre système de la santé est fantastique, mais à certaines limites. Et bon, écoutez, c'est règlement rapide, là, c'est guérison rapide, c'est thérapie. Il y en a qui, bon. Et on le voit souvent que des patients qui dépensent d'énormes sommes d'argent, qui ont utilisé toute leur espace avec leur assurance, qui souffrent plus tard et sont ruinés quasiment, mais pas nécessairement en meilleure santé. Alors, je crois que c'est quelque chose qui doit être examiné à un niveau plus haut, tout comme il y a très peu de surveillance de produits pharmaceutiques dans notre pays. Ok, si vous appelez un pharmaceutique, la barre est beaucoup plus basse que si vous appelez une drogue, un médicament. Enfin, et il y a très peu de surveillance de ces différentes choses et c'est un énorme problème pour les patients. Excellent point. Tim, tu avais l'air de vouloir ajouter quelque chose. Est-ce que j'ai bien perçu? Bien, très heureux d'ajouter un mot en allant un peu plus loin. Pour nous trois sur ce panel, alors que nous travaillons, nous essayons de faire de la représentation auprès des gouvernements et d'autres, l'industrie et d'autres sources de financement. Plus d'appui nous pouvons avoir du public en général, plus ces conversations deviennent. Et pour nous, surtout, notre travail dans le militaire et les différents projets, d'accord, mais pour tous les Canadiens qui s'inscrivent à la concussionfoundation.ca et offrent leur cerveau, et c'est très important parce que si quelqu'un si inquiet par ce genre de problème, qu'ils seraient prêts à donner leur cerveau à leur décès, et si ça peut aider les gens que nous laissons derrière nous, eh bien, si c'était dans mon cas, je serais heureux de le faire. Pour le docteur Tartaglia, son travail avec les centres de commotion cérébrale au Canada, qui est aussi un programme de don d'organes de cerveau où le public peut s'impliquer. Et cela rend notre travail beaucoup plus facile afin d'essayer d'avoir plus de ressources, de recevoir plus d'attention aussi sur ce que nous faisons et plus de financement. Oui, bravo. Merci. J'aurais bien aimé avoir encore une couple d'heures pour en parler plus longuement. On en apprend tellement. Mais nous voulons nous tourner vers notre public. Nous avons une question de Claire. Merci beaucoup, Claire. OK. Merci pour cette présentation essentielle. Comment reconnaître des troubles de lésion cérébrale pas trop sévères dans une personne plus âgée qui a déjà eu quelques problèmes neurocognitifs comparé à quelqu'un qui arrive à l'hôpital en chaise roulante et où il est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe. Quelqu'un veut-il essayer d'y répondre? Ben, je peux commencer peut-être. J'ai un programme de recherche, en fait, partiellement, enfin, oui, j'ai un programme de recherche, une partie de cela est dédiée exactement à cette question. Parce que une grande partie des outils que l'on utilise aujourd'hui pour déterminer parce que la commotion, c'est encore un diagnostic clinique. Nous n'avons pas de test. Il n'y a aucun test disponible. Alors, c'est un diagnostic clinique et ces outils, en fait, ne fonctionnent pas si bien si quelqu'un a des troubles neurocognitifs. Alors, si la ligne de référence est blessée, il y a des problèmes là, il n'y a plus de point de comparaison. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais il nous faut faire encore plus de recherches. Nous avons essayé de rejoindre des médecins de famille, des familles même,
Si vous voyez, par exemple, des bleus non expliqués, euh, parce qu'il y a des choses. Moi, j'ai une clinique de troubles neurocognitifs, mais les choses changent. Alors, il faut donc vérifier l'urine. On dit, est-ce qu'ils ont un rhume? Bon, mais l'autre question est, est-ce qu'ils sont tombés? Les avez-vous trouvés à terre? Hein? Alors, est-ce que possiblement ça pourrait nous aider à savoir s'il y a des lésions cérébrales? Alors, il faut faire encore beaucoup de travail pour mieux déceler, détecter les lésions cérébrales parmi les personnes plus âgées. Aussi, les gens qui ne peuvent souvent pas vous dire qu'ils sont tombés ou qu'ils ont un problème. Oui, je crois qu'il y a plusieurs questions. Est-ce que je peux passer à une autre ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bien, rapidement, la représentation des prodigueurs de soins, vous voyez par exemple le carrière des Dolphins de Miami avec des millions de personnes qui regardent et puis et ils ont mal diagnostiqué la blessure. Alors écoutez, qu'est-ce que ça veut dire là pour un joueur de soccer de 13 ans qui joue au parc au coin de la rue? En fait, on manque la plupart de ces blessures. On ne les voit pas. On n'en entend pas parler. Elles ne sont pas rapportées, à moins que l'on sache que quelqu'un tombe. Mais si on sait que quelqu'un est tombé ou qu'il n'y a pas des blessures corporelles suite à sa chute, tout de suite se tourner vers une analyse, une meilleure compréhension de la santé du cerveau. Mais le problème, c'est que vos prodigueurs de soins de la santé ne sont peut-être pas au courant de ces détails parce que nous avons emprunté une ligne du docteur Tartaglia lorsqu'elle est venue nous parler. Elle dit de demander à quelqu'un qui a eu un diagnostic ou des troubles neurocognitifs, commotion cérébrale, de s'auto-diagnostiquer, de demander à eux de déterminer s'ils souffrent ou pas d'une telle blessure ou pas. Ce n'est pas logique parce que finalement, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Alors, j'ai souffert une commotion cérébrale en 2018, et puis j'ai développé des troubles de sommeil où à toutes les 2 heures, parfois toutes les heures, je me réveille, puis j'ai une apnée du sommeil, je continue d'avoir des maux de tête, personne ne semble m'aider et je suis très inquiète du manque d'oxygène au cerveau et des troubles neurocognitifs. On m'a dit par un neurologue à Ottawa que je ne peux que prendre des médicaments. Il n'y a rien d'autre qui peut m'aider. Cela a mis mon monde à l'envers. Je trouve cela difficile à fonctionner. Aidez-moi. Ouais, bien. Je dirais que je suis d'accord avec un neurologue à Ottawa. Si quelqu'un vient à ma clinique et avait des symptômes depuis plus de 4 ans, je dirais, on a donné le temps au cerveau de guérir tout seul. Il faut maintenant aller plus en profondeur. L'objectif pour nous tous est de revenir à nos vies, hein. Et comme auparavant. Et si quelqu'un avait le diabète, la réaction serait, ben, hey, il faut prendre de l'insuline, il faut prendre quelque chose pour contrôler ça. Ben, c'est la même chose pour les lésions cérébrales ou tous symptômes reliés aux lésions cérébrales. Il faut voir si les gens euh, ne peut se concentrer des maux de tête, des troubles de mémoire, etc. En fait, c'est un cercle vicieux qui se produit. Et les commotions cérébrales, on développe des maux de tête qui rend votre concentration difficile, qui affecte votre performance, qui affecte votre sommeil. Enfin, c'est un cercle vicieux. Oui, l'apnée du sommeil non diagnostiquée, c'est pas bon pour le cerveau. Il faut examiner donc votre problème de sommeil et faire en sorte, pas de biodiazépine comme traitement, mais il y a d'autres traitements qui peuvent aider pour le sommeil. Bien. Est-ce que vous pensez que les changements dans les standards de casque, j'ai entendu parler de casques gonflables, est-ce que cela peut réduire les troubles? Moi, quelqu'un qui a porté un casque de sport pendant longtemps, je peux y répondre. En fait, ces casques sont très bons pour empêcher les fractures du crâne, mais non pas pour empêcher le cerveau de se heurter à l'intérieur du crâne. Et donc, à court terme, non, les casques n'offriront pas la solution que nous recherchons. C'est bon pour prévenir des lacérations au visage et fractures du crâne, mais pas pour prévenir des lésions cérébrales. Alors,
Bon, pour le hockey, le football, d'autres sports, vous portez des casques. Il est important de les porter pour empêcher des fractures, mais la solution, une fois de plus, comme on disait plus tôt, de changer vos pratiques et de ne pas exposer les enfants à des impacts qui pourraient mener à des commotions cérébrales de 12 ans et nous recommandons jusqu'à 14 ans. Oui, docteur Babul, oui, il y a cette fausse conception que les casques vont empêcher les commotions cérébrales. Tim l'a dit, ce n'est pas le cas parce que une commotion cérébrale, c'est le cerveau qui rebondit à l'intérieur du crâne. Donc, oui, ça peut réduire l'énergie d'impact, le casque, mais le cerveau va quand même rebondir à l'intérieur. Et donc, il y a une compagnie qui est sortie avec un nouveau casque avec une paroi intérieure qui était amovible et en fait, ils ont été poursuivis en justice et puis, bon, ils ont dû changer leur fabrication. Et il n'y a pas de solution miracle, mais parce qu'il y a ce mythe que si l'on porte un casque, on n'aura pas de commotion cérébrale. C'est un mythe. Oui, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont eu des lésions cérébrales en faisant du vélo alors qu'ils portaient un casque. Nous avons une question de Ashley. Est-ce que vous connaissez des approches sociales formalisées pour euh, mettre de l'avant une approche de bien-être physique pour empêcher les commotions cérébrales? Est-ce que ce sont des interactions sociales à cause de l'isolement que l'on retrouve parmi les personnes avec commotion cérébrale? Oui, nous avons fait un sondage en 2019 avec 5000 réponses et des choses que nous avons créées suite à cela. Et je donne le crédit à une des femmes de notre équipe, de Flore, ayant l'appui des pairs et des groupes d'appui est très utile au point de vue social. Et la socialisation, pour la socialisation en général, si quelqu'un a une lésion cérébrale, la pire des choses à faire, même si la personne est en santé, c'est de le mettre dans une salle sans lumière, sans contact humain, parce que, oui, ces stratégies de socialisation, d'appui social aident beaucoup. Et les prodigueurs de soins aussi doivent savoir que cela aide aussi pour les personnes avec des troubles neurocognitifs. Une autre question, j'ai entendu que des outils d'évaluation d'optométristes aident dans le processus de récupération. Des idées là-dessus? OK. Euh, je crois que quand quelqu'un entreprend toute thérapie, et je parle de n'importe quelle thérapie, que ce soit pour contrer des drogues ou de physiothérapie ou autre, on veut avoir des thérapies basées sur des données probantes. Cela veut dire que ce sont des essais scientifiques qui démontrent que ces thérapies seraient bénéfiques pour améliorer les résultats. Ce n'est pas souvent le cas pour la thérapie de la vision. Bon, je ne connais pas toutes les thérapies existantes, mais il y en a qui ont eu de très bons commentaires que je serais heureuse de partager. Hum, Et quant à l'évaluation de la thérapie par la vision sur les commotions cérébrales, mais les données probantes ne sont pas fantastiques. Il y a des gens qui examinent cela de plus près. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose d'excellent qui en ressorte, mais pour ce qui est disponible pour l'instant, ça n'a pas les données suffisantes, disons, euh, qui correspondraient à la norme, à notre façon de prescrire des choses. Bien. Nous avons une question de Georges qui a une femme de 75 ans qui a souffert trois commotions cérébrales il y a 5 ou 10 ans de cela, qui a maintenant des symptômes de troubles neurocognitifs. Y a-t-il des possibilités de récupération ou d'amélioration? Mais je crois que la question, quand les commotions sont produites il y a longtemps, la maladie de Louis, ce n'est pas un CTE. L'enjeu, c'est que les commotions, en fait, accélèrent
le déclenchement des symptômes. En fait, on ne le sait pas. Il y a certaines données qui démontrent que oui, mais je dirais que le traitement vraiment va euh, être dirigé vers le traitement de la maladie de Louis. Alors, oui, il y a des médicaments qu'on utilise, un peu de physio, mais la récupération, c'est en fait une maladie neurodégénératrice. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un recouvrement de récupération, mais on s'attend s'il y ait un certain progrès. Si il y a une chute et qu'il y a commotion, il y aura une période où la personne fonctionnera de façon empirée. Donc, il y aura des difficultés plus sérieuses au début qui pourraient, mais est-ce que la récupération est complète, sera complète? Hmm, je ne crois pas. Les personnes qui ont eu des symptômes de plus longue durée, de plus d'un an, sont-elles à plus grand risque de troubles neurocognitifs que les personnes qui s'en remettent plus rapidement de lésions cérébrales? Je ne crois pas qu'on sache cela. Mais je peux vous dire une chose. Je vois beaucoup d'anciens athlètes professionnels. Plusieurs d'entre eux me disent qu'ils se sont remis tout de suite, assez près après, tout de suite après ou presque après leur commotion cérébrale. Et quand ils décèdent, et qu'ils donnent leur cerveau en organe, on retrouve beaucoup de pathologies dans le cerveau. Alors, il faut trouver un marqueur pour détecter cela. Ça ne va pas être basé sur ce que l'on pense se passer dans le cerveau. Euh, on ne sait pas. On ne le sait pas vraiment. Si les symptômes durent plus longtemps, ça nous augmente le risque de troubles neurocognitifs ou pas. Docteur Babul, je crois que cette question pourrait être pour vous. Comment est-ce que le patient pourrait trouver comment une clinique, si une clinique est accréditée ou ces actions sont basées sur des données probantes? Ben, c'est une question à poser à la clinique. Êtes-vous accrédité? Il y a dans les outils de conscientisation de commotion, il y a des outils que l'on peut utiliser pour savoir quelles questions poser à ces cliniques. Je vous encourage à aller à la section des ressources et ça devrait entrer cela dans la barre de recherche, accréditation de clinique. Ça vous donnera un document d'une page sur toutes les informations dont vous auriez besoin. Bien. Je crois qu'il est 10 midi 59. Une dernière question. Avez-vous une suggestion pour des personnes âgées avec des troubles? Je ne pense pas que mon médecin prenne ces troubles sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est un problème en Colombie-Britannique parce que nous avons une clinique ici qui est reconnue en Colombie-Britannique qui traite des commotions selon le cas, donc personnalisées. Nous voulons aussi créer une clinique, mais c'est à des années de se faire. Donc, je crois que si vous, Annelien, si vous pouvez m'envoyer ce courriel, je pourrais faire de la recherche et revenir à cette personne. Mais écoutez, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci nos membres de notre panel et aux gens qui ont participé, qui auraient peut-être... On aurait pu continuer pendant une heure encore, certainement, mais l'enregistrement sera affiché dans le canal YouTube de la Société d'Alzheimer du Canada et vous pouvez suivre Brain Canada et la Société d'Alzheimer. Vous trouverez les adresses dans le clavardage. Merci beaucoup de vous être joints à nous et passez une excellente journée. Merci.